de l'autonomie. Donc en fait, j'ai passé des stages dans des centres écologiques, etc., sur l'autonomie. C'est très intéressant, mais ça ne permet pas d'y arriver. Et regarder des vidéos sur Internet, ça ne permet pas d'y arriver non plus. Alors je vais vous expliquer les difficultés qu'on rencontre. Donc il y a deux choses. L'idée, c'est d'acheter un terrain et de valoriser ce terrain, de faire en sorte qu'il vous rapporte quelque chose au mètre carré. Alors ça peut vous rapporter deux choses, c'est soit l'agrément, le plaisir d'avoir son terrain et puis d'être tranquille et puis d'avoir un endroit agréable. Et la deuxième chose, c'est que cette terre vous nourrisse, la nourriture. Alors le côté agrément du terrain, il faut savoir qu'il y a des subtilités à connaître. Si vous avez un terrain et que vous tondez la pelouse tout le temps, toutes les semaines, vous avez rien compris. Parce qu'en fait, l'ambiance et le caractère agréable d'un terrain dépend, enfin, c'est pas en premièrement, mais plutôt je dirais en troisièmement, dépend des fleurs. Alors, si vous tondez jamais, votre terrain c'est un champ de foin, là vous avez beaucoup d'insectes, mais pas de fleurs. Donc, il y a l'ambiance du terrain, voilà, c'est pas tout à fait le meilleur cas. Donc, ce qui est idéal, c'est de ne pas tondre la totalité. Vous laissez des parties en friche pour qu'il y ait beaucoup d'insectes qui se développent. En fait, les petits criquets, les cigales et tout ça qui chantent, qui sont agréables à entendre l'été. Donc ça ne peut vivre que dans les hautes herbes, surtout. Et les allées, ça vous fera moins de travail. Vous les tondez 3 fois par an ou 4 fois par an, pas plus. Moi, il y a même des fois où je tombe 1 fois par an, ça dépend des années. Et là, le fait de tondre, ça va faire apparaître des fleurs, et les fleurs ont une odeur que notre odorat a parfois du mal à percevoir, mais qu'inconsciemment crée une ambiance agréable au terrain. Ça, c'est le premier point. Le premier point d'ambiance du terrain. Le deuxième point d'ambiance du terrain agréable, c'est les animaux. Alors, vous pouvez avoir un chien, mais bon, un chien, c'est plus affectif que ambiance. Euh, mais puis alors les crottes de chien dans le jardin, faut pas marcher dedans. Enfin, il peut y avoir quelques nuisances liées aux chiens. Mais bon, bah, les gens qui aiment les chiens, ils ont un chien, hein, pas de souci. Mais des animaux qui pourraient être plus utiles qu'un chien, qui ne représentent pas qu'un avantage affectif, on va dire. Vous avez les poules et les canards. Alors les poules, c'est pas cher, c'est le plus rentable les poules. Mais il y a des précautions à avoir, donc il y a des investissements qui ont un coût, qui font que ça sera pas rentable. Vous n'allez pas obtenir une rentabilité en ayant des poules et des canards chez vous. Par exemple, vous avez deux choix, soit vous refusez d'avoir des canards et des poules et vous achetez vos œufs au supermarché, et bien c'est ça qui vous coûtera le moins cher. Par contre, la qualité des œufs ne sera pas la même, même en bio. Plus un œuf a du goût, plus il a des micronutriments. Donc vous avez un aliment de meilleure qualité. Et forcément, si vous avez des poules en plein air dans votre jardin, elles vont avoir des qualités nutritives supérieures. Le goût de l'œuf sera supérieur, ce qui vous prouve que l'œuf est meilleur. La variété de poules à préférer, c'est les poules marrons. Parce que les poules marrons, elles sont assez fidèles au terrain, elles sont capables de voler, de dormir dans les arbres pour se protéger des prédateurs. Et elles font des gros œufs et elles pondent régulièrement. Donc vraiment, la poule marron, c'est super. C'est les poules noires, là, qui sont issues de la ville de Maran. La poule rousse, c'est un deuxième choix, mais elle fait des petits œufs, elle pond pas tous les jours. Et alors, elles ont des caractères assez changeants de l'une à l'autre. Moi, j'en ai une qui se barre chez le voisin et puis qui est restée chez le voisin. Il y en a, on a plus de maîtrise. C'est plus difficile, la poule rousse, hein. Alors, on peut avoir de la chance, hein, bien sûr, les différents caractères. Sur la poule noire, moi, je trouve que c'est une meilleure race. Ce qu'il faut savoir, c'est les précautions qu'il faut avoir pour que vos poules puissent vivre longtemps. C'est
Il faut que vous ayez une clôture suffisamment haute que les renards ne puissent pas franchir. Et ça, c'est un renard, ça monte sur les grillages comme un chat. Donc en haut du grillage, il faut qu'il y ait un aménagement qui fasse qu'il ne puisse pas franchir. Donc là, je suis en train d'expérimenter une solution, on verra si ça marche. La deuxième chose, c'est de manière, si vous avez une attaque renard, vous pouvez répandre de l'urine humaine sur tous les poteaux de la clôture. Ça peut marquer le territoire et ça peut le dissuader de continuer à attaquer en attendant de trouver une solution. Ça, c'est une solution temporaire, on va dire. Les renards, c'est le gros souci, hein. Donc si vous avez un chien, bah, vous n'aurez pas de renard, hein, et le chien va s'occuper de faire respecter le territoire. Le problème du chien et des poules, c'est que bah, le chien peut avoir envie de manger une poule. Donc vous voyez, il y a des complications, c'est compliqué, hein. Faut arriver à mettre tout le monde d'accord et que tout se passe bien tout le temps, c'est pas facile. Puis une autre difficulté, c'est par exemple, j'ai une poule noire qui va pondre dans le pondoir du poulailler, en bois que j'ai acheté, et la rousse, elle, non, elle refuse. Donc elle fait son nid caché dans les romarins, et puis elle fait ses œufs là. Du coup, elle a plus froid, donc elle pond moins. Voilà, c'est pas si simple que ça, et la rentabilité, on l'a pas, quoi, en fait. On se rend compte qu'entre les investissements et le gain financier qu'on peut avoir avec les œufs, eh ben, on est perdant, et on est perdant largement. Euh, parce que dans la vie, il y a deux choix, soit on choisit d'être propriétaire, soit on choisit d'être locataire. C'est de toute façon plus coûteux d'être propriétaire que locataire, malgré qu'il y a un loyer à payer. Parce que tous les investissements tout autour et l'entretien de la propriété font que c'est coûteux. Alors bien sûr, vous avez une qualité de vie supérieure à la campagne par rapport à la ville, ça fait aucun doute. Donc en fait, tout ce que je vous explique, c'est dans le cadre d'essayer d'optimiser un retour sur investissement sur ce que vous possédez, en fait, par rapport à votre qualité de vie. Bien sûr, si vous avez du terrain, vous pouvez planter des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, c'est rentable si vous plantez à partir d'un noyau ou à partir d'un scion, ou si vous si vous plantez le porte-greffe et vous faites vous-même votre greffe. Si vous passez au stade supérieur, c'est-à-dire si vous achetez vos arbres greffés qui ne sont pas au plus petit prix, vous n'êtes pas rentable. Vous rentrerez pas sur votre investissement. Vous allez avoir des arbres assez fragiles en plus. Vous allez avoir en plus des pertes, c'est-à-dire vous plantez une centaine d'arbres, vous pouvez vous attendre à avoir 20 à 25 arbres qui vont mourir dans les premières années, les arbres les plus fragiles. Donc vous allez avoir des pertes sur l'investissement. Alors si vous payez votre fruitier 50 euros ou 40 euros ou 30 euros, c'est pas rentable. Il faut le savoir. C'est une facilité au départ, mais derrière, vous n'aurez pas de retour financier satisfaisant. Il y a peut-être l'exception avec le cerisier, parce que les cerises, au prix au kilo, c'est assez cher. Donc sur un cerisier, c'est le seul cas où vous allez avoir une rentabilité, parce que le cerisier est assez peu fragile. Ça supporte pas la taille, faut faire attention. Moi, j'en ai tué un en taillant sans désinfecter le sécateur. Avec le même sécateur, j'ai coupé un cerisier et il n'a rien eu, et j'ai coupé le suivant et il est mort. Ça l'a tué. On a bien vu que la maladie se propageait de la branche que j'avais coupée à tout l'arbre et ça l'a tué. Et c'était un beau cerisier en plus. Donc il y a des précautions quand on taille du cerisier. Il faut mettre du produit spécial pour désinfecter là où on a coupé. Il faut désinfecter les outils. Il faut le couper à la bonne saison. Faire attention avec le cerisier. Mais c'est le cerisier le plus rentable. Et alors avec le cerisier, vous allez avoir aussi des soucis. C'est la mouche de la cerise. Il y en a deux espèces. Il y en a une européenne et puis une Suzuki qui vient des pays de la Chine, qui est très invasive. Et alors sur les cerisiers précoces, en général, on a assez peu de soucis. Mais plus on avance dans la saison chaude, plus la mouche se multiplie et va vous dévaster vos cerises. Alors, les oiseaux, c'est un faux problème. Ceux qui disent oh, les oiseaux ils me bouffent toutes mes cerises, ben, c'est simple, les oiseaux n'ont pas vocation à manger de la cerise par définition, c'est pas leur alimentation de base, mais ils ont soif l'été et ils se désaltèrent à picorer dans vos cerises parce que c'est très juteux. Donc pour résoudre ce problème-là, il faut mettre un bassin d'eau en hauteur. Parce qu'ils ont toujours peur d'aller au sol, de se faire attraper par les chats, etc., les oiseaux, donc ils préfèrent aller manger dans les cerises.
Mais par exemple, moi j'ai mis une grosse vasque en pierre sur un pied que j'ai acheté sur le Bon Coin, pas cher, qui fait à peu près 1 mètre de diamètre. Et alors là, les oiseaux, ils en sont tout fous parce qu'ils se sentent en sécurité, ils peuvent boire en hauteur et ils vont boire au bassin et ils vont me laisser tranquille mes cerises. Et moi, je suis pas embêté avec les oiseaux, j'ai beaucoup d'oiseaux, mais très peu de pertes liées aux oiseaux sur les cerises. Bon, ils vont en piquer quelques-unes, mais sur la masse, je suis pas gêné, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est penser à donner de l'eau aux oiseaux. Ça protégera vos cerises. Donc, au niveau ambiance, la poule, c'est très affectif. C'est pas intelligent. La poule, c'est pas, on peut pas dire que c'est un animal très intelligent. Il n'est pas très communicatif. Il est obsédé par la recherche de sa nourriture, et ce, presque chaque minute de la journée. Donc, il n'a pas beaucoup de temps social à apporter aux humains. Il va être affectif un petit moment, mais ça va pas durer bien longtemps. L'appel à la nourriture est permanent chez ces animaux. Pour le canard, c'est différent. Moi, j'ai acheté des canards coréens, donc j'ai pas besoin de leur couper les ailes. C'est pas des canards qui naturellement volent. Ils peuvent voler jusqu'à 4 mètres de haut, néanmoins, mais eux, ce qui les intéresse, c'est manger au sol. Alors eux, ils chassent pendant 2 heures, ils dorment pendant 2 heures, ils rechassent pendant 2 heures, ils dorment pendant 2 heures. Et c'est des canards qui sont carnivores, ils mangent beaucoup d'insectes et d'escargots. Donc moi j'avais une invasion d'escargots qui était importante, c'était genre 30 kilos d'escargots par semaine, hein, enfin 30 litres, pardon, 30 litres d'escargots par semaine. L'invasion, je pouvais pas faire un pas dans le jardin sans écraser un escargot. C'était l'invasion, faire un potager dans de quelles conditions, c'est même pas la peine d'y penser. Donc le remède c'était le canard, hein. Il est invincible par rapport à ça, c'est toute catégorie, hein. C'est lui le canard, vous lui mettez des escargots, il va en manger, il va se gaver. Et c'est ce qui sont mes préférés, quoi. Vraiment, il adore ça. Donc très très peu de canards dans votre jardin vont faire le nettoyage des escargots en pas longtemps, hein. Ça, c'est le gros avantage du canard. Le gros inconvénient du canard, c'est l'eau. Il faut beaucoup d'eau pour un canard. Il faut beaucoup d'eau et il faut renouveler l'eau. Alors, tout le monde n'a pas une rivière ou un lac. Et alors, du coup, il faut remplacer l'eau. Faut la remplacer, faut faire faut renouveler l'eau, je dirais, idéalement toutes les semaines. Mais bon, moi, je le fais pas toutes les semaines parce que quand même, ça fait cher. Mais vous êtes obligé de le faire tous les mois. Ça, vous y coupez pas. Alors moi, mon idée, c'était de réutiliser l'eau des canards, la remplacer et l'utiliser pour l'arrosage. Mais l'hiver, vous n'avez pas besoin d'arroser. Donc il y a un coût en consommation d'eau avec les canards. Et le deuxième problème des canards, c'est ils pondent, mais ils pondent qu'à certaines saisons. Et il y a même des années où ils pondent pas. Et puis il y a des années où ils vont se mettre à pondre beaucoup, où ils vont même se multiplier beaucoup, et vous pouvez passer de 6 canards à 35 canards. Alors c'est pas très grave, les canards coréens, ça se vend très bien. Et il y a une pénurie sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc si vous avez une surpopulation de canards, c'est finalement une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir retirer un petit profit pour absorber vos coûts d'investissement, comme les bacs, le bassin, etc. Vous aurez aussi là, dans le cas du canard, c'est encore plus difficile d'être rentable que pour la poule parce que non seulement il faut aussi protéger en termes de clôture, mais il faut aussi faire un investissement pour l'eau, plus la consommation d'eau. Donc le canard, il vous rend des services sur les gros escargots que les poules ont tendance à pas trop chasser. Même si bon, les poules vont manger des escargots, mais vu la taille de leur bec et de leur cou, ils vont plutôt s'intéresser aux petits escargots. Mais bon, ils attaquent quand même les escargots. Moi, j'ai déjà vu faire. Ils mettent un peu de temps, mais ils y arrivent. Alors que le canard, lui, hop, il le prend l'escargot, il le prend d'un coup. Avec son cou, il secoue son cou. Il a une technique qui fait qu'il vide la coquille de l'escargot en faisant des gestes avec sa tête. Il y a une technique qui fait il va gober l'intérieur d'un gros escargot
sans difficulté. Donc il est beaucoup plus efficace que la poule pour chasser les escargots. Donc sur les grosses invasions, il n'y a pas photo, c'est un canard qu'il faut. Et ensuite, c'est un coût, donc c'est encore une solution qu'on a du mal à rentabiliser. Quand on veut faire d'autonomie, on recherche à baisser les coûts. Et là, encore une fois, c'est difficile avec les canards. Donc, si vous avez des canards, il vous faut soit, pour être rentable, il vous faut un puits, pas payer l'eau chère, quoi, c'est un fondamental. Il faut alors éventuellement une phytoépuration pour recycler leur bassin naturel, avoir des systèmes de pompe et d'électricité, soit solaire, etc. Donc en plus, il faut de l'énergie si vous voulez recycler l'eau et la nettoyer en automatique par une phytoépuration. Alors tout ça, ça peut bien sûr être fait dans un cadre global, comme une phytoépuration pour la maison, si vous avez la maison sur le terrain. Ça peut être fait de manière plus globale, mais alors faut taper tout de suite sur des gros bassins. Et puis idéalement, il faut faire même un grand bassin. Alors vous comptez 1 mètre carré de surface d'eau par canard minimum. 60 cm de profondeur, c'est suffisant. Il faut une entrée avec une plage, parce que les petits canards vont se noyer. Si le niveau du bassin baisse, les canards ne peuvent plus sortir de l'eau. Les adultes, ça peut poser problème si le rebord est trop haut. Ils pourront se noyer aussi parce qu'ils ne peuvent plus sortir. Alors ils se noient par hypothermie, faut le savoir. Ils ne se noient pas parce qu'ils ne flottent pas, mais ils se noient par hypothermie. Donc à bout d'un certain temps, il faut qu'ils sortent du bassin. Donc il faut une plage progressive. Il faut pouvoir. Alors les canards, ça va vous demander du travail d'entretien des bassins. Parce que ça fait des boues. Ça fait caca et pipi dans l'eau. Donc c'est sûr que la phytoépuration, elle aime bien ça. Mais vous allez avoir des boues, c'est-à-dire le canard nettoie son bec régulièrement dans l'eau et dans son bec, il y a de la terre. Ça vous met, pour vous donner une idée, moi avec 6 canards, je peux compter par mois 60 litres de boue dans le bassin. Parce qu'il se nettoie le bec. Alors à un moment donné, ça envase votre bassin, etc. Donc il faudra désenvaser. Et puis je ne vous cache pas que l'odeur, c'est pas, ça sent la boue des profondeurs avec des bactéries qui sentent. Donc c'est un travail un peu ingrat de nettoyer les bassins. Donc il y a des petites techniques que j'ai mis au point qui demandent peu d'efforts d'entretien. Où on met des petits bassins surélevés du sol, où régulièrement je remue l'eau et puis il y a beaucoup moins de travail à faire. Enfin, je vous expliquerai en vidéo sur le terrain. Il y a des techniques qui permettent de réduire ces efforts d'entretien assez considérablement d'ailleurs. Évidemment, si vous avez un grand lac, vous n'avez pas besoin d'entretien du tout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le privilège d'avoir un lac sur leur propriété, mais il y en a qui en ont. Bon, là, vous n'aurez rien à faire. Si vous avez une rivière, vous n'avez rien à faire. Ça, il faut savoir. Il y a des endroits qui sont optimisés pour les canards. Le goût de l'œuf du canard, c'est un jaune beaucoup plus gros, qui a un goût assez fort. Moi, j'aime bien, franchement. Ça cuit un peu plus, ça cuit pas pareil qu'un œuf de poule. Mais bon, pour manger, c'est de la poule qu'il faut au niveau de l'œuf. Il ne faut pas trop compter. Il y en a beaucoup qui disent le canard corallien, ça pond 200 œufs par an. Si vous avez la première année, oui, ça pond, parce que en fait, la ponte est stoppée par le manque de protéines animales. Alors le canard corallien, s'il n'y a plus d'escargots, eh ben, la ponte est bloquée. Alors c'est un souci, quoi. Moi au départ j'avais une invasion d'escargots, mais après la première année, il n'y en avait plus, quoi. Et après, la ponte, il n'y en avait plus. Ouais, donc c'est dépendant de leur environnement favorable, quoi. Donc il faut savoir ça aussi. Alors par contre, gros avantage du canard par rapport à la poule, c'est que c'est rigolo. Ça vous met une ambiance pas possible dans le terrain. Il faut pas. Le canard, c'est pas solitaire, ça vit en groupe. Il faut, je dirais, minimum 6 canards pour leur équilibre social. Et je trouve que 9, c'est idéal. Si vous avez plus que 9 canards, ça commence à être le bordel. Parce que plus ils sont nombreux, plus les femelles font du bruit. Et c'est un peu comme quand vous êtes dans une salle et qu'il y a du monde, on essaie de parler toujours de plus en plus fort pour se faire entendre. Et donc il y a le même phénomène avec les canards, c'est que si vous avez 50 canards, alors là ça fait un bruit, ça commence à être vraiment bruyant.
Et vous pouvez pas vous faire entendre parce qu'ils sont trop nombreux. Donc, faut faire attention à ça. Euh, donc quand vous avez moi je l'ai monté à 36, bon je l'ai vendu au fur et à mesure donc c'est pas très grave, hein. Et si vous avez des voisins qui aiment le silence, ça peut faire des soucis. Bon, la poule, le coq, bon le coq il chante tôt le matin, moi ça me gêne un peu que ça chante le matin tôt, mais les voisins ils se lèvent tôt donc ça va. Sinon si vous avez 6 canards c'est silencieux. Les femelles vont pas faire beaucoup de bruit. Si vous avez 9 canards, il y aura plus d'ambiance. Voilà. Ils vont plus rigoler. Ils sont très très rigolos, hein. Vraiment, ça c'est pour l'ambiance, il n'y a pas mieux que les canards coralliens. Et puis eux, ils portent une certaine attention à vous, ils s'intéressent. Ils font pas que chasser, ils s'intéressent pas que à la nourriture. Ils mangent et puis quand ils ont mangé, après ils s'amusent, ils jouent, ils volent. Voilà, ils sont beaucoup plus intelligents que les poules. Surtout, ils ont du temps disponible social. Elles sont peut-être un peu plus difficiles à approcher que les poules, parce qu'ils sont plus craintifs. Bon, après, ça, c'est dans l'éducation, hein. Si vous les avez tout petits, qui sont habitués au contact de près, qu'ils ont confiance. Voilà, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Et alors, je vous ai pas parlé du remède pour la mouche de la cerise. Alors, le remède, je le teste cette année. C'est les phéromones, les fameux bacs dans lesquels vous mettez de l'eau avec du savon inodore. C'est du genre de PEC citron lave-vaisselle, là. Inodore. C'est important de prendre inodore. Vous prenez sans parfum, vous vérifiez l'odeur s'il n'y en a pas. Alors les 3-4 gouttes de. J'ai compris que les 3-4 gouttes de PEC citron qu'on met dans l'eau, en fait, c'est juste un antibactérien pour éviter que ça fasse des odeurs quand les mouches meurent noyées. Je pense que ça sert à ça. Personne ne l'explique, mais ça peut être que ça en fait. Et il y a un phéromone dans la boîte qui attire les mâles pour empêcher qu'ils aillent se reproduire avec les femelles pour que y ait une invasion, quoi. En gros, c'est ça. L'idée, c'est. Alors là, je les ai mis maintenant. Et je vois que ça sert à rien. Je les ai mis trop tôt parce qu'il y a aucune mouche actuellement. Alors, moi, j'ai mis ça par précaution, mais c'est sûr que c'est normal d'essayer de les tuer avant qu'ils commencent à pondre sur les cerises. Mais je pense que l'année prochaine, je les mettrai plus tard, hein, parce que là, on est le 14 mai et il pleut, il n'y a pas une seule mouche qui vole dehors, hein. Donc, sachant que j'ai mes premières cerises fin mai, peut-être que j'aurais dû les mettre la troisième semaine, c'est-à-dire j'aurais dû le mettre au 23 mai, je pense, plutôt que de le mettre au 15 mai ou même au 7 mai. Non, je les ai mis au 7 mai exactement, mes pots. Mais la durée de vie du phéromone, c'est 1 mois à 6 semaines. Alors après, il faut renouveler. Sachant que moi, j'ai des cerisiers qui vont donner jusqu'à début juin jusqu'à fin juillet. J'ai des variétés qui vont jusqu'à fin juillet. La cerise jaune, là, ça donne tardivement. Donc, moi, je vais avoir une saison donc ça fait juin, juillet, ça fait 2 mois entiers. Donc 2 phéromones. Bon, je crois que c'est 6 € la pastille. Donc ça vaut quand même le coup, hein. Vous en mettez un tous les 30 mètres. Et puis voilà, hein. Et j'en ai mis 2, mais il faudrait que j'en mette 2 autres, je pense. Parce que mon terrain, il est en forme de L, donc ça fait un peu limite. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est pour développer des solutions poules, canards, et bien finalement c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. On ne nous transmet pas sur internet, ni par nos parents, ni par le savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour y arriver. Alors j'ai pas de problème de maladie avec les poules, hein, il y en a plein qui se plaignent de maladies. Moi je donne du grain bio déjà, hein. Je les laisse manger des herbes et puis je pense que c'est suffisant pour assurer leur pleine santé. J'ai eu des décès, hein. Alors c'est simple, quand vous avez un canard malade ou une poule malade, si vous la soignez pas le jour où vous vous en rendez compte, le lendemain elle est morte. Comme ça c'est simple, vous n'avez pas de soucis de. Voilà. Donc et quand vous voyez le prix d'une poule ou d'un canard et puis les coûts médicaux, ben vous dites.
forcément, hein, si vous essayez de soigner une poule, bah, vous aurez vite fait de dépenser 100 € de vétérinaire, alors que la poule elle coûte 12 € à bout de 6 mois, quoi. Donc forcément, ça fait réfléchir, parce que pour le même prix, vous en avez 10. Hein. Alors voilà, de toute façon, c'est compliqué de guérir un animal qui meurt aussi vite dès qu'il a un petit problème. Bon, en général, c'est souvent un problème digestif, une bactérie, un bout de bois qu'ils ont avalé. C'est des trucs comme ça en général. Hein. Ils ont pas mangé ce qu'il fallait, et puis, ou alors ils étaient fragiles au début, et puis quand ils ont bu l'eau, ils ont fait une intoxication, quoi. Ça va jamais très loin les maladies. Hein. Moi j'ai eu, au niveau des canards, ouais, la mortalité est à peu près la même en termes de maladies. 10%, je dirais, 10% d'échecs. Ça reste normal, quoi. J'en ai une qui faisait des œufs avec un goût bizarre, et puis comme par hasard, 2 ans après, elle est décédée, quoi. Donc il y avait un souci bactérien à la base, et puis qui a fini par la faire cuire, quoi, par la tuer. Voilà, voilà ce que je peux vous dire sur. Donc c'est l'autonomie. C'est pas gagné parce que quand vous voyez le coût des grillages pour clôturer un terrain, puis il faut qu'il soit assez résistant, le grillage, faut pas qu'il soit premier prix parce qu'il va pas durer de toute façon, donc ça sert à rien d'acheter des trucs premier prix parce que ça dure pas. Un chien il déchire les trucs en un rien de temps, il faut du grillage à chien minimum, maille 50 mm, en 2 ou 3 d'épaisseur le fil. Voilà, donc il faut monter au moins 1,80 m, parce que sinon à 1,30 m c'est pas suffisant. Faut clôturer votre potager. Alors le canard, si vous mettez une clôture de 60 cm de haut, c'est suffisant. Par contre les poules, faut plutôt taper 1 m, 1,30 m autour du potager, parce qu'elles elles vont être plus motivées à voler et aller tout saccager dans votre potager, et puis vos semis, vos tomates, ils vont tout casser. Hein. Donc ça aussi, faut le savoir. Donc ça, au début, on n'avait pas prévu dans le budget. Bon, les filets à canard, alors moi je mets des filets, hein, je mets pas des clôtures permanentes, parce que sinon vous avez les herbes qui se développent au niveau des grillages, et puis elles se développent de plus en plus, et puis c'est un peu envahissant pour le potager, quoi. Donc ce que je fais, c'est que je les mets, et puis en plus après vous avez aussi besoin de nettoyer l'hiver, il faut nettoyer votre potager des prédateurs, des insectes prédateurs. Donc c'est vachement bien que les poules et les canards aillent dans le potager l'hiver pour nettoyer. Donc c'est pour ça que j'opte pour des filets de protection que j'enlève une fois par an. Et puis je laisse la liberté aux canards et aux poules d'aller nettoyer le potager. Et j'ai pas de dorifort, j'ai pas de trucs comme ça, il n'y a pas de. J'ai pas d'escargot, il n'y a pas de. Du coup, le potager, pour réussir, il suffit d'être déjà bon jardinier, et puis de faire en sorte que votre terre soit de qualité. Donc pour que la terre soit de qualité, il faut que vous la nourrissiez. C'est comme les canards, il faut les nourrir. Pour donner du grain, la terre, il faut donner aussi à manger à la terre. Puisqu'il n'y a pas d'arbres, pas suffisamment d'arbres, surtout au début, parce qu'avant qu'un terrain puisse être autonome en nourriture, il faudrait que ce soit une forêt, qu'il y ait des branches et des feuilles d'arbres qui tombent depuis des années et des années. Donc c'est jamais le cas. Moi je suis parti d'un terrain non cultivé, et un terrain non cultivé depuis 30 ans, ça n'a pas de fertilité au niveau potager, c'est pas suffisant. Donc il faut nourrir le potager, et pour nourrir le potager, tout ce qui est végétal, vous le mettez dans le potager. Épluchures, taille de haie, tout ce qui peut se décomposer au sol et qui est naturel, ça nourrit le potager. Voilà, c'est simple. Les fientes de poule, idéal forcément, l'azote. La matière organique, tout ce qui est bois fragmenté. Alors plus c'est vivant ce que vous mettez au sol, plus ça fertilise. C'est-à-dire si c'est les déchets, les épluchures, c'est récent, c'est vivant. Par contre, ce qu'on peut considérer comme déchets morts, c'est du bois mort, des copeaux de bois un peu vieux sortis de la scierie, des choses, ça c'est vieux, ça. C'est moins vivant, donc ça va fertiliser moins vite votre terrain. Ça le fertilisera, mais c'est moins vivant, donc ça va être il y aura moins d'engouement. Et si vous mettez par exemple du foin sec,
ça sera moins fertilisant que si vous mettez du foin vert. Donc faut fertiliser, faut nourrir. Donc en gros, en général, la technique, c'est en octobre, on fait des gros tas sur toute la zone potagère. Ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Et puis comme ça vous fera un peu moins de travail. Mais c'est pas grave non plus si les arbres poussent, hein, parce que si vous les fauchez, bah, ça fera de la matière pour nourrir le sol aussi, ça vous fera les paillages. Et puis bah, par contre, vous serez obligé de bêcher pour enlever les racines. Donc c'est ça qui est un gros effort en général. Donc pour pas faire trop d'efforts, en fait, bah, tout ce qu'on a fauché, les tontes de pelouse, les tailles de haies, tout ça, on met tout ça dans le potager et puis ça nourrit le potager et c'est bien suffisant. Et puis si vous en plus vous pouvez récupérer des copeaux de scierie, des copeaux de tous les déchets verts des voisins ou des choses comme ça, bah, vous mettez parce que souvent on n'en a jamais assez. Moi j'ai mis 800 mètres carrés, le potager juste pour moi, je sais pas, le potager au total il doit faire 100 mètres carrés, bah, j'ai du mal à avoir tout mon paillage, hein. Si mon voisin il m'aidait pas, j'y arriverais pas quoi. Ça oblige après à aller chercher du fumier de cheval, etc. Pour pailler, pour nourrir le sol tous les ans. Donc c'est quand même c'est des efforts. Même quand moi j'ai une très très grande remorque, donc quand je fais un voyage, j'en mets 2 mètres cubes de foin. Oui, je dis ça, oui, c'est 2 mètres cubes, ouais. 3 mètres cubes. Je peux mettre 3 mètres cubes parce que le volume, c'est une 3 mètres par 1 mètre, 1 mètre 30. Donc c'est le plus grand modèle. Le tout tour, ça doit faire 30 cm de haut. Et puis bah, j'en fais un tas un peu qui dépasse, donc ça fait 3 mètres cubes. Bon, si j'avais des réhausses, je pourrais en mettre encore plus, mais déjà quand vous avez brassé 2 mètres cubes de foin, même si c'est léger, ça fait quand même du volume. C'est du boulot, hein. Vous passez votre après-midi et puis le lendemain vous avez pas trop. Bon, vous allez faire ça 3 jours de suite, mais après ça va vous calmer quoi. Sur le dos, là, parce que vous travaillez que avec le dos, hein, avec la fourche à foin, hein, donc même si c'est léger, ça fait quand même beaucoup de gestes. Donc c'est quand même plus. L'idéal, c'est d'arriver à avoir l'autonomie pour nourrir son potager et d'avoir suffisamment de terrain. Donc avec 1800 mètres carrés de terrain, bah, il n'y a pas assez de foin pour nourrir le potager. On n'a pas assez en paillage. Alors moi je dis déjà, je regrette d'avoir pris que 1800. Mais souvent on est freiné par l'entretien du terrain. Mais avec les techniques que je vous disais, on ne tend que les allées. Du coup, bah, l'entretien il est divisé par 3 ou par 4. Et quand vous avez des canards, faut savoir que les canards ça mange l'herbe. Ça vous tond la pelouse. Alors ça c'est bien. Parce que les canards c'est vraiment des bons ouvriers, hein. Ça vous tond la pelouse, ça vous débarrasse des insectes qui pourraient vous gêner pour le potager. Bon, bien sûr, il faut acheter le filet. Mais pour ça, c'est des bons ouvriers, hein. Les poules, non, ça mange pas l'herbe. Après, il y a les spécialistes de tonte de gazon, c'est les oies. Mais alors, plus vous avez des gros oiseaux, plus il vous faut des gros bassins, hein. Donc, une oie, c'est un bassin encore plus gros que des canards. Il faut le savoir. Bon, moi, c'est pas la peine de manger les canards et les poules, ça sert à rien. Au niveau alimentaire, les œufs, ça contient tout. Le jaune d'œuf, alors le blanc, ça contient la même chose que le jaune, sauf que dans le blanc, c'est moins riche que dans le jaune. Voilà, sinon au niveau analyse nutritive, c'est la même chose. Et dedans, il y a tout. Tout ce qu'il vous faut pour être en bonne santé. Et en plus, là, ça a un gros avantage d'être moins acidifiant pour le corps que de la viande. Et au niveau sportif, moi je vois, j'ai battu mon record de longueur en sprint. J'ai fait 200 mètres en sprint continu sur l'anneau cycliste avec le BMX. Avant, je plafonnais à 150 mètres, hein. Donc, se nourrir avec des œufs, c'est efficace, hein. Au niveau performance sportive, il n'y avait pas de souci. Vous avez vos protéines. La dose, c'est 2 œufs par jour pour un adulte. Moi, j'en prends 3, un petit peu gourmand. Je mange un peu trop. Mais voilà, faut pas dépasser 3 parce que c'est très 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 riche en protéines. Alors par contre, si vous n'êtes pas sportif, les œufs ça peut être embêtant. Parce que dans les œufs, il y a du cholestérol. Alors le cholestérol, c'est un hypersucre. Alors c'est extrêmement utile pour les sportifs. Mais si vous ne faites pas de sport, vous n'allez pas le consommer, le cholestérol. Et si vous ne consommez pas le cholestérol, eh ben, ça va colmater vos veines. Ça va vous faire des bouchons et c'est le problème du cholestérol, c'est bien connu.
Donc c'est un avantage pour le sportif au niveau performance physique, parce que vous allez le brûler, donc il ne va pas vous nuire. Mais si vous ne faites pas de sport, là c'est l'inverse. Vous allez avoir des soucis au niveau circulatoire, et donc vaut mieux, si vous ne faites pas de sport, vaut mieux être végétarien finalement, parce que vous n'aurez pas le problème du cholestérol. Bon, alors végétarien au niveau sportif, pour les sprinteurs, c'est pas idéal, hein, végétarien. Ça manque un petit peu de protéines animales. Il faut quand même reconnaître que les œufs, c'est quand même vachement performant au niveau pour les sprinteurs, hein. Il y a pas pour la force physique pure, l'œuf c'est quand même bien. D'ailleurs, si les bodybuilders utilisent le blanc d'œuf, c'est pas un hasard. Alors c'est stupide d'utiliser que le blanc d'œuf parce que c'est la même chose que le jaune. Donc ça c'est encore une bêtise, mais sinon l'œuf est très efficace, quoi. Et c'est peu acidifiant, donc vous n'aurez pas beaucoup besoin de compenser au niveau des... Alors le côté acidifiant, pour que je vous explique, c'est qu'il y a des aliments acidifiants et des aliments alcalins. Et il faut avoir un équilibre entre les deux dans un repas alimentaire à la semaine. Donc le moyen de rééquilibrer les acides, c'est la pomme de terre, c'est ça, et les salades, tout ce qui est vert. Voilà, et vert et puis crudité, hein, surtout. Il faut que ce soit maximum de crudité. Il faut éviter le cuit parce que c'est mort, donc si vous mangez un aliment mort, il ne va pas vous donner beaucoup de vie par définition. Il vous prend plutôt de l'énergie que vous en donne. Les kilocalories, c'est pas de l'énergie, hein. C'est le côté vivant de ce qu'on mange qui donne de l'énergie. Faut pas se tromper. Donc c'est pour ça que quand vous, par exemple, vous mangez juste une pomme dans une journée et vous allez faire 2 entraînements à BMX, et ben vous n'avez pas de faiblesse. Bon, ça marche pas pour les compétitions parce qu'on est stressé et on consomme plus d'énergie. Donc là, faut renforcer avec des barres nutritionnelles. Mais pour un entraînement sportif quotidien, sans stress de la compétition où il faut donner plus que d'habitude, ça, voilà, il faut vraiment s'axer sur l'alimentation crudité. Crudité plus œuf, c'est irréprochable. Vous pouvez manger des œufs toute votre vie, vous ne serez jamais en carence de rien, hein. Ça contient de la vitamine B12. L'œuf, c'est un des rares à contenir de la vitamine B12, c'est le jaune d'œuf. B12, c'est assez rare, hein. Donc, vous avez tout. Voilà, donc je vous donnerai. Alors, j'ai inventé par rapport à l'autonomie. Moi, je découvre des problèmes et je trouve des solutions. Donc, pour les clôtures, je vous montrerai la solution que j'ai trouvée contre les renards. C'est une solution qui est économique, hein. Parce qu'il y a plusieurs solutions contre les renards. Il y a le clôture électrique, mais c'est de l'énergie. Il y a le système des rouleaux sur roulement à billes. Ça, c'est bien pour une petite zone précise, mais pas trop grande. Mais si vous devez faire ça sur 100 mètres ou même 60 mètres, ça devient extrêmement coûteux. Et il y a sur le grillage, moi j'ai fait une astuce qui fait que le renard il peut plus réussir à franchir. Voilà, donc je vous montrerai ça. Et puis en vidéo, vous verrez, je vous ferai une visite du jardin. J'avais essayé de mettre des abeilles, mais j'ai pas réussi, j'ai échoué, donc j'ai enlevé la ruche. Puis c'est aussi beaucoup de contraintes, hein, de se mettre à faire des abeilles. Bon, il y a des ruches tout autour à 1 kilomètre de ma propriété, donc ça n'a pas forcément d'utilité. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai mis du romarin tout le tour du terrain. Il y a beaucoup de fleurs, donc comme c'est une aromatique, bah, les abeilles elles viennent, hein. Donc du coup j'ai beaucoup de cerises, puisque les abeilles viennent attirées par le romarin, du coup j'ai beaucoup de cerises. Elles sont forcément pollinisées, beaucoup d'amandes, etc. Donc ça, l'amandier, c'est super. C'est un arbre qui va mettre du temps à pousser. Si vous partez d'une amande, ça peut aller très vite. Ça, c'est un phénomène que je ne comprends pas encore très bien. Mais si vous plantez des amandes ou des noix dans le sol, vous en aurez 1 sur 10 qui sera à croissance rapide et qui vous donnera des bons fruits. Alors pourquoi celle-là plus que les autres, je ne sais pas. Mais j'ai planté un noyer, pour vous dire une idée de la vitesse de croissance, c'est assez incroyable. En 3 ans, il fait 6 mètres de haut le noyer, et il donne déjà des noix. J'ai acheté un noyer à gamme vert, 70 €, 3 mètres de haut le truc, et il n'a pas poussé depuis que je l'ai planté. Une catastrophe. Il est même mal en point, et donc l'autre que j'ai planté à partir d'une noix, il l'a dépassé, et puis il est imbattable, quoi.
Et d'autres noix, je les ai plantés, et puis le noyer, bah, il fait même pas 1 mètre de haut, et il a 6 ans. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà, vous les faites prégermer dans des pots, vous allez remarquer qu'il y en a un qui a une croissance beaucoup plus rapide que les autres, vous allez sélectionner, vous allez le mettre dans le sol, vous allez en mettre plusieurs, et puis vous éliminerez, enfin, ceux qui poussent pas vite, eh ben, ils seront soit éliminés, soit en attente. Et il y en aura un dans le lot qui va pousser hyper vite, et c'est celui-là qui va vous donner satisfaction. C'est la même chose pour les amandiers. Donc vraiment, faut partir du fruit, hein. C'est important. Et un amandier, c'est génial. Alors un amandier, pour qu'il soit adulte, il faut bien 20-30 ans, hein. Il faut que le tronc fasse au moins 30 cm de diamètre, hein. Mais alors ça vous donne, je sais pas, 50 litres d'amandes. Ça vous nourrit l'hiver quand même, hein. C'est quand même le noyer et l'amandier, c'est rentable. Mais il faut le planter le plus tôt possible dans votre vie. Parce que va falloir attendre qu'ils grandissent, forcément, c'est des arbres qui vivent 300 ans. Donc forcément, normalement, c'est les parents qui plantent pour les enfants, hein. Ça, malheureusement, cette tradition s'est perdue, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas planter faut pas planter que des fruitiers dans votre jardin, parce que vous pouvez avoir des maladies à cause de ça. Donc pensez à mettre au moins 20% de non-fruitiers. Du chêne, je sais pas. Moi j'ai mis du chêne adhésif parce que c'est pas cher. Vous pouvez faire des boutures d'if super facilement. Le chêne, bah, les glands ça manque pas, hein. Et puis en plus ça prend extrêmement bien, donc j'ai mis du chêne. Puis c'est surtout que c'est des arbres résistants à la tempête. Le lif comme le chêne sont résistants à la tempête. Donc si vous êtes obligé de planter près de la maison, il faut mettre des arbres super résistants à la tempête. Comme ça vous n'êtes pas embêté. Le chêne c'est un des bois les plus robustes. Et le lif c'est un bois souple. Alors du coup il fléchit au vent et il a du mal à casser, quoi. Voilà, bon, les boules rouges toxiques de l'IF, faire attention avec les chiens, voilà, qui en mangent. Bon, j'ai vu déjà un chien, mon chien, ma mère manger des boules rouges, elle n'est pas mort. C'est bizarre parce que c'est un poison assez puissant, surtout la graine. Mais bon, il l'a digéré, c'est ressorti. Ça ne l'a pas tué. Mais bon, faire attention quand même pour l'IF, les boules rouges, là, enfin, surtout la graine de la boule rouge est toxique. Surtout, il faut faire attention avec les enfants, surtout. Ils les avalent pas. Donc pour l'IF, il y a des précautions. Après, vous pouvez mettre autre chose que de l'IF, hein. Alors le romarin, oui, il faut que j'en parle quand même du romarin, parce que le romarin, c'est beaucoup mieux que ce qu'on imagine. Moi, j'ai décidé de faire toute la haie de mon jardin en romarin. Alors, c'est un pied planté toutes les 50 cm. Alors, c'est très peu cher à l'achat. Vous pouvez acheter des barquettes de 18, je crois que c'est 50 centimes le pied. Et puis en plus, vous pouvez les faire vous-même. Vous pouvez les bouturer pendant l'hiver et puis les planter l'été. Ça se bouture très très bien. Vous plantez une branche dans des pots, vous avez un taux de réussite de 80%. Puis vous pouvez multiplier comme ça. Et puis, donc moi j'en ai mis tout le tour. Et le gros avantage, c'est que les puces et les tiques ne supportent pas l'odeur du romarin et du thym. Alors du coup, bah, ça vous enlève, parce que moi mon voisin il avait des chiens, et quand vous avez des chiens vous avez des puces, et quand il y a des puces, ben ça pullule partout, même chez les voisins, hein. Donc, vous allez dans votre terrain, vous faites piquer, vous ramenez ça dans l'appart, après ça pullule l'intérieur, c'est une catastrophe, quoi. Avec le risque de maladie en plus, hein, pour les tiques. Donc faut chasser ces bébêtes là. Donc c'est super efficace, c'est le romarin, et puis il y a aussi l'herbe à chat. L'herbe à chat, c'est pas très cher, ça fait de jolies petites fleurs. J'ai mis les deux, moi, parce que j'aime bien les chats, donc les chats des voisins ils viennent, ça les attire. Et alors l'herbe à chat, c'est très bien, j'ai plus le nom exact, mais ça fait des petites fleurs bleues ou des petites fleurs blanches. Puis c'est vivace, donc vous n'avez pas spécialement besoin ni de les arroser, ni besoin de rien du tout. La première année, vous faites attention à ce qu'elle ne meure pas, puis après ça se débrouille tout seul. Le romarin, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de l'arroser, ça se débrouille tout seul. Et puis ça fleurit quasiment toute l'année. Donc ça, vous avez des abeilles, et puis ça vous crée une ambiance dans le terrain qui est magnifique, hein, parce que là, vous avez une ambiance d'odeur du sud de la France, c'est génial.
Et ça attire aussi des oiseaux parce que dans le romarin, il y a des petites coccinelles qui ont une couleur un peu particulière. Et c'est la coccinelle du romarin qui est spécifique. Et de temps en temps, vous allez avoir plein d'oiseaux qui vont aller dans vos haies de romarin pour manger ces coccinelles. Puis c'est joli à voir tout ça. Voilà, donc je vous montrerai ça en image. Mais bon, aujourd'hui, moi j'essaie de trouver des solutions pour tout le monde, pour que tout ça devienne, disons, financièrement rentable, que la poule soit rentable, comment faire pour que la poule soit rentable, comment faire pour que le canard soit rentable, qu'est-ce qu'il faut minimum comme protection, qu'est-ce qu'il faut acheter, etc. Donc je suis en train d'étudier tout ça. Je pense qu'à long terme, c'est possible d'amortir. Mais il ne faut pas échouer. Parce que forcément, moi, je me suis fait bouffer. Là, j'avais 7 canards. Et il y en a 6 qui ont été bouffés par le renard. Alors, à 20 et 30 euros le canard à l'achat. Parce que les canards, ça coûte assez cher. C'est des canards coralliens. Donc, c'est 20 euros le mâle et c'est 30 euros la femelle. Là, ça commence à laisser un gros billet sur la table. Donc, c'est quand même embêtant. Du coup, la pelouse, là, elle est plus tondue, parce qu'un canard tout seul, il n'est pas capable de tondre. Puis le pauvre, il se retrouve tout seul, donc c'est un peu déprimant pour lui. C'est le héros de la guerre, il a réussi à échapper aux prédateurs, mais il est tout seul. Enfin, je lui trouve des copines. Donc, enfin, j'en rachète. Donc ça, c'est pas rentable, donc c'est un échec. Donc pour pouvoir rendre rentable tout ça, je préparerai quelque chose pour vous expliquer comment faire pour arriver à rendre rentable les poules, rendre rentable les canards, minimiser vos efforts d'entretien, voire pas du tout d'entretien, c'est possible. Et tout ça, quoi. Donc c'est une étude que je fais, c'est du savoir qui n'est pas disponible sur Internet. Il y a toujours beaucoup de positivisme sur Internet pour avoir des vues, mais ça ne représente pas la réalité. Ils vous disent pas tout. Soit ils sont dans des conditions optimales et puis ils s'en rendent même pas compte, et puis du coup ils vous donnent pas les conseils, mais les conditions optimales c'est que pour quelques chanceux. Pour 10 terrains à vendre, il n'y a même pas un terrain optimal. C'est 1 sur 100 qui a des conditions optimales. Une personne sur 100 qui a une rivière ou un lac, et peut-être même moins. Donc, propager la vie au-delà de la proximité des rivières, c'est technologique, ça demande une maîtrise, ça demande un ensemble de paramètres qui font que c'est assez compliqué finalement. Voilà, donc là les attaques de renard, j'ai modifié mon grillage et j'ai mis de l'urine pour stopper les attaques, et pour le moment il n'y a pas eu d'attaque. Là il faut savoir qu'il attaquait toutes les semaines, donc parce qu'il m'a mangé aussi 4 poules. Donc les poules c'est un peu moins cher, sur le marché c'est 12 euros. L'espèce que j'achète, je peux pas les avoir à moins cher, je peux pas les acheter plus petits, c'est le minimum. Mais voilà, donc là, c'est pas content, quoi, forcément. Là, un bassin, ça coûte minimum 100 euros pour les canards. Un bassin robuste, évidemment. Pas faire un truc moche. Je fais que des trucs beaux, parce que ça, la mocheté, je peux pas. Faut que ça soit beau, et faut que ça soit fonctionnel et robuste et durable. Donc, je vous montrerai les solutions que j'ai trouvées pour essayer de baisser les coûts. J'ai pas de puits, moi, donc je paye l'eau. Bon, je la paye pas très cher, c'est 2 euros le mètre cube, mais j'ai eu un courrier du service des eaux qui croyait que j'avais une fuite. Parce que j'avais des canards. Alors j'avais, je sais plus, une consommation d'eau de 200 mètres cubes à l'année. C'est un truc de fou, quoi. L'été, vous avez l'évaporation de l'eau sur les bassins, 1 cm par semaine. Ou des fois c'est par jour, ça dépend. Mais selon la chaleur. Dans la canicule, vous avez 1 cm d'eau par jour qui part. Donc ça aussi, c'est pas négligeable. Vous avez les éclaboussures d'eau par les oiseaux et puis par les canards. Avec leurs ailes, ils s'amusent dans l'eau et donc ils gaspillent de l'eau. Donc tout ça, là, il y a des solutions. Voilà. Et moi, j'ai d'abord les problèmes, puis je vais tâcher de trouver les solutions pour vous les donner, pour essayer de rendre rentable tout ça, quoi.
Donc tout ça c'est finalement des choses qui pourraient paraître très simples au départ, même quasiment méprisées par pas mal de la population, parce que paysans, parce que etc. Mais en fait, c'est pas si simple. Ça demande des connaissances et ces connaissances, elles sont pas transmises, pas correctement. Voilà, la maladie, c'est pas le souci, hein. Sur Internet, vous allez beaucoup trouver de vidéos sur les maladies, mais si vous les nourrissez en bio et puis qu'ils ont un espace vert correct, ben, les plus faibles vont mourir de toute façon tellement vite que vous ne pourrez pas les soigner de toute façon. Il y a une sélection naturelle qui se crée, vous aurez que les robustes, et il n'y a pas de souci avec les robustes, hein. Voilà. Et voilà, je vous donnerai la suite de mon projet. À essayer de partager ce que je fais parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui transmettent cette difficulté qu'il y a. Et puis je vais vous donner les solutions à tous ces problèmes-là pour optimiser vraiment au mieux du mieux. Donc tâchez de vous abonner, comme ça vous aurez les informations parce que j'ai quelques inventions qui vont sortir. Il y en a une qui est en cours de brevet. C'est un outil qui permet de faire 13 fonctions en un seul outil. Alors je sais pas trop si je vais le commercialiser, vendre le brevet, c'est assez compliqué de vendre les brevets. Je sais pas comment je vais faire pour, pour ceux qui veulent avoir cet outil, qui est un outil beaucoup plus cher que les outils qu'on achète à Gamber, mais alors en qualité ça n'a rien à voir. Et puis en termes de service, ça n'a rien à voir aussi, hein. Donc c'est sûr que la cochonnerie à 10-15 euros, il y en a plein à vendre dans les Gamber. Mais vous ne gagnerez pas votre argent avec ça parce que à la fin de votre vie, tout ce que vous aurez acheté, ça sera aussi vieux que vous. Et vos enfants, ils auront rien. Et c'est ça le mal du monde aujourd'hui, c'est que les parents, ils meurent en laissant un héritage aussi vieux qu'eux-mêmes. Et c'est difficile à vendre, c'est difficile d'en tirer une richesse, etc. Il va falloir apprendre à créer, il va falloir apprendre à créer de la richesse durable. Et quand il y a un héritage, il a de la valeur. Et pas, et on sait pas quoi en faire, et puis c'est que des problèmes. Ou c'est vendu un tiers de son prix, etc. Ça, c'est le mal de notre monde aujourd'hui, c'est de pas penser à la descendance. Il y a un manque de conscience globale, focaliser sur ses problèmes personnels, et puis pas s'occuper des autres. Normalement, il faut faire moitié-moitié, hein. Il faut s'occuper de soi, et puis il faut s'occuper des autres. Alors ça, il y a la deuxième partie qui manque beaucoup aujourd'hui. Mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas... il y a aussi des solutions à apporter qui sont pas commercialisées. Au niveau des choix de matériaux, au niveau des conceptions, etc. Donc moi, je vais faire des choses qui vont dans le sens de la création de richesse et où les transmettre, parce que on dit toujours, oh, un lingot d'or, ça a beaucoup de valeur, mais un lingot d'or, ça sert à rien. Par contre, c'est inaltérable dans le temps. Bon, bah, il y a d'autres matériaux qui sont inaltérables dans le temps. Faut le savoir. Il y a le verre, par exemple, si on ne le casse pas. Il y a l'inox, qui a la même valeur de durabilité que l'or, et avec lequel on peut faire des outils. Si c'est inox, c'est bien conçu, il ne casse pas et il dure dans le temps. Voilà. Donc moi je vais développer tout un tas de choses par rapport à l'inox. Alors c'est vrai, bon, l'inox, est-ce que c'est beaucoup plus cher que l'acier, franchement? En termes de pollution environnementale, l'acier c'est 70 centimes du kilo. Vous pouvez considérer que le prix au kilo est représentatif de la pollution environnementale. Il faut regarder les cours, hein. Faut pas regarder le prix de vente. Il faut regarder les cours, parce que le prix de vente, il y a un profitage au niveau des distributions sur l'inox. Autant il respecte le prix de vente au niveau de l'acier, les distributeurs, autant ils ne le respectent pas au niveau de l'inox. Alors il faut faire attention où on l'achète. Parce que le cours de l'inox c'est 2 euros. Et le cours de l'acier c'est 70 centimes. Donc il faut faire attention, hein. Alors, est-ce que le prix est justifié 2 euros? Je sais pas. Parce qu'il y a quand même pas beaucoup de nickel-chrome dans l'acier pour le rendre inox. Donc, et puis le nickel-chrome, ça n'a jamais été un coût extraordinaire. Donc, il y a aussi une partie main-d'œuvre, je pense, qui est importante dans le coût de l'inox. Ce qui fait que le prix de l'inox, il doit être un peu faussé par rapport au coût environnemental, en fait, en réalité. L'acier étant plus simple en termes d'alliage, parce que c'est juste acier carbone, alors que les inox, il y a beaucoup plus d'éléments. Donc forcément, il y a un travail humain qui est plus important.
Mais en coût environnemental, pour moi, l'inox est rentable parce que vous faites une fois la fonderie, une fois l'extraction minière, et ensuite votre outil il dure 1000 ans. Alors qu'une pelle de jardin, si elle fait 20 ans de durée de vie, soit c'est qu'elle sert pas, et qu'elle est dans un endroit au sec, et si elle sert, elle est exposée à l'humidité ou à tout le mal qui peut lui arriver pour le service qu'elle rend, bah, au bout de 20 ans, elle est foutue, quoi. Donc sur un siècle, on va faire 5 fois le métal, 5 fois refondre le métal, 5 fois. Donc au niveau environnemental, c'est mauvais. Il faut beaucoup d'énergie pour refondre l'acier, il faut beaucoup d'énergie pour. Donc l'inox, pour moi, c'est vraiment la solution pour l'écologique environnemental, parce qu'on fait un investissement qui pollue, qui nous rend service, on est obligé d'avoir des outils, hein. On n'a pas des griffes ou des dents comme certains animaux pour se nourrir ou construire notre habitat. Il nous faut des outils. Et l'inox, c'est la solution. Voilà. Donc moi, les 3 matériaux nobles que je recommande pour tout ce qui est développement des technologies, c'est le verre, le bois, l'inox, et j'en ai pas trouvé beaucoup d'autres. Après, vous avez les matériaux écologiques comme la terre, la paille, mais voilà, c'est tout. C'est tout ce que le matériau de construction, des outils, et j'en ai pas trouvé d'autres. Si on fait tout ce qu'on construit, si on le fait qu'avec ça, on va vers une amélioration de l'humanité. En termes d'héritage, on héritera de choses, d'outils qu'on aura besoin d'acheter, qui seront durables, qui seront de qualité, qui seront bien conçus, qui auront beaucoup d'utilité, qui seront robustes. Le bois, ça a l'avantage d'être pas forcément très durable, mais c'est recyclable à l'infini. Le verre, c'est pareil, c'est des matériaux recyclables à l'infini. Il faut 800 degrés pour refondre du verre qui a été cassé. Donc ça reste une température plus faible que l'acier, qui est elle de 1700 degrés. Voilà, je n'ai pas trouvé d'autres. Tous les autres matériaux sont des produits polluants. Plastique, mousse, Après, bon, bien sûr, vous avez les textiles. Il faut privilégier les fibres naturelles, bien sûr. Il y a un truc que les gens ne savent pas sur les fibres naturelles. Vous pouvez vérifier ça en observant un chat. Le poil du chat, c'est pas seulement une protection thermique, c'est aussi un récepteur récepteur sensoriel électromagnétique. C'est comme une antenne. Et les émotions humaines peuvent faire bouger le poil du chat à distance. Vous pouvez observer le phénomène. C'est comme des antennes qui captent les émotions. Lui, ça lui sert pour la chasse, ça lui sert pour plein de choses. Et en fait, vous pouvez considérer que tout ce qui est fibre végétale est équipé de systèmes de communication. Et en fait, quand vous portez des vêtements en coton, vous vous sentez mieux que dans des vêtements qui contiennent des polyesters, même si c'est par exemple 80% laine et 20% polyester pour renforcer la durabilité. Vous vous sentirez mieux dans un 100% fibre naturelle. Et c'est à cause de cette particularité électromagnétique. Parce que, en fait, vous aussi, vous vous sentez bien quand vous captez votre corps reçoit des informations. Et ça, le polyester a une espèce d'effet qui coupe la communication avec l'extérieur un peu. Ce qui fait qu'on se sent moins bien dedans. Donc c'est ces propriétés électromagnétiques des fibres naturelles qui font que vous vous sentirez mieux. Et en plus, c'est biodégradable. Parce que je ne vous cache pas que toutes les fibres polyester, c'est du plastique qui pollue l'environnement et pour lequel il n'y a aucune solution de recyclage, hein. C'est des déchets qui vont dans la nature, qui se transforment en sable de plastique, qui sont des perturbateurs endocriniens, qui polluent l'eau, qui empoisonnent le monde et qui nous tueront et qui font que le cancer se développe. Voilà. Donc faut bannir toutes ces fibres. Il faut aller vers des fibres naturelles recyclables à l'infini. Voilà, en gros c'est ça. C'est les tendances qu'il faut respecter pour le futur, que beaucoup de gens auront bien du mal à accepter, mais c'est des choses simples en fait. Après, il y a tout le savoir et la connaissance qui font que on va réussir à rendre rentable tout ça. Le chanvre qui doit être une culture qui doit être remise en service, parce que le chanvre c'est formidable.
Ça pousse sans eau, ça devient immense, et puis ça a une extrême productivité, et c'est rentable. Tous ceux qui font l'industrie du chanvre, ils se frottent les mains et l'argent tombe à flot, hein. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais ils font les isolants, ils font du textile, la maîtrise agricole est assez facile, pas besoin de pesticides, pas besoin de rien du tout. C'est naturellement résistant à tout. Donc cette filière-là, elle est un peu relancée en France, mais pas encore énormément, mais il faut beaucoup l'amplifier. Il y aura beaucoup de solutions pour ça. On pourra même faire du paillage avec la paillette de chanvre, des choses comme ça. Il y a plein d'applications. Même pour la construction, ils peuvent faire des briques de chanvre, ils peuvent faire plein de choses. Il y a plein d'applications. Voilà, ouais, je vous laisse et puis je vous montrerai les prochaines vidéos sur les solutions d'optimisation. Salut!